Le gouvernement a repris le travail ce matin après un congé de 2 semaines, une rentrée marquée par un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Parmi les sujets abordés, la lutte contre la fièvre Ebola qui sévit dans des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et les cas augmentent, 1900 décès dus au virus Ebola selon le dernier bilan de l'OMS. L'épidémie progresse, Médecins sans frontières inquiète et dénonce l'inaction de la communauté internationale face à la pire épidémie d'Ebola de l'histoire. 2003, la BAD est délocalisée à Tunis en Tunisie. 2014, soit 11 ans après, la Banque africaine de développement est de retour à son siège à Abidjan, capitale économique ivoirienne. Mais comment l'État de Côte d'Ivoire a-t-il négocié ce retour? Réponse dans ce journal. L'État islamique a mis sa menace à exécution. Le groupe terroriste a mis en ligne une vidéo montrant la décapitation du journaliste américain Steven Sotloff 2 semaines après celle de son collègue James Foley, un autre américain. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Ajoutez au sommaire de cette édition, la page économie EcoPlus de ce mercredi fait une incursion dans le cercle des dirigeants des sociétés publiques retenus après appel à candidature. Ces dirigeants sont ces cadres ivoiriens ayant travaillé dans les sociétés internationales et qui ont décidé de prendre la voie du retour. L'administration publique ivoirienne enregistre désormais une percée de la diaspora à différents postes de direction. Des exemples sont cités. Nous verrons tout cela dans le dossier EcoPlus dans quelques instants. Mais avant, direction le palais présidentiel où il s'est tenu un conseil des ministres ce mercredi. C'est donc la reprise du travail après 2 semaines de congé pour les ministres. Une rentrée marquée, donc, comme je l'ai dit, par un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Et les priorités ont été fixées, notamment la question de la dette intérieure, le coût de la vie, l'emploi des jeunes et bien sûr la lutte contre la fièvre Ebola qui sévit dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolé. Avec ce conseil des ministres, il s'en est terminé pour ce qui est du congé des membres du gouvernement. Et comme pour rattraper le temps passé lors de ces vacances, c'est à profusion que les décisions pour la marche de l'État ont été prises au cours de cette rencontre. L'une de ces décisions, choisie en guise d'illustration, porte cadre organisationnel sanitaire en vue d'un renforcement plus accru de la campagne de sensibilisation et de prévention face à la maladie à virus Ebola qui sévit dans des pays voisins. Ce décret vise surtout à consolider les mesures qui jusqu'à présent ont été prises de façon un peu éparse pour préserver notre pays. Ce cadre comprend un comité de veille, un comité national de lutte contre l'épidémie, une cellule d'action immédiate et des comités locaux qui sont dans tous les départements de notre pays. Tout cela va être mis en place et tout cela, nous le pensons, va permettre d'apporter une réponse encore plus efficace, hein, puisque là, il s'agit de personnes qui vont être à 100% dans la prévention, premièrement, et éventuellement dans la lutte contre la maladie à virus Ebola sur, je le rappelle, l'ensemble du territoire ivoirien. À l'entame du Conseil, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a réaffirmé le même engagement et la même détermination qui caractérisent toujours les membres du gouvernement à la tâche. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ensemble des membres du gouvernement entend ainsi vous réaffirmer leur ferme engagement à œuvrer sans relâche pour l'atteinte des objectifs fixés par votre Excellence et plus globalement pour la réalisation de votre grande ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Le président de la République, Alassane Ouattara, réagissant, a souhaité bon retour au travail. Je vous retrouve tous ce matin après 2 semaines de congé bien mérités. Je sais que ces derniers mois ont été particulièrement intenses pour chacune et chacun de vous et je crois que c'était tout à fait indiqué que vous puissiez avoir quelques jours de repos pour vous-même et surtout d'être avec vos familles. Je suis sûr que vous avez profité de ces congés et que nous allons maintenant reprendre le travail, accélérer le rythme et donner satisfaction à nos concitoyens. Voilà, bonne arrivée et au travail.
Les cas augmentent, plus de 1900 décès dus au virus Ebola selon le dernier bilan de l'OMS. L'épidémie en cours en Afrique de l'Ouest progresse. Médecins sans frontières s'inquiètent et dénoncent l'inaction de la communauté internationale face à la pire épidémie d'Ebola de l'histoire. L'ONG appelle les pays disposant des capacités de réponse à les envoyer dans les pays touchés. C'est un cri d'alarme que Joanne Liu, la présidente de Médecins sans frontières, lance à la tribune des Nations Unies. Un réquisitoire contre l'inaction de la communauté internationale face à Ebola. En 6 mois de la pire épidémie d'Ebola de l'histoire, le monde est en train de perdre la bataille pour la contenir. Les dirigeants n'arrivent pas à bloquer cette menace transnationale. En Afrique de l'Ouest, le nombre de cas et de décès ne cesse d'augmenter. Des émeutes éclatent, les centres d'isolement sont dépassés. Tom Frieden est le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta, une référence en la matière. Il dresse le même tableau, très sombre. Le nombre de cas continue à augmenter et il augmente désormais très rapidement. Il est encore possible de réduire le fléau, mais la fenêtre d'opportunité pour agir est en train de se refermer. C'est maintenant que nous devons agir pour intensifier la réponse. L'épidémie risque de toucher 20 000 personnes, prévient l'Organisation mondiale de la santé. Et au rythme de contagion actuel, il faudra 6 à 9 mois pour la maîtriser. L'ONU s'inquiète désormais des pénuries alimentaires qu'elle pourrait provoquer. Il y a beaucoup de restrictions en termes de mouvement, de circulation des personnes, de circulation des marchandises, du commerce. Tout cela a un impact sur les prix, mais aussi sur la disponibilité de la nourriture. En 6 mois, Ebola a tué plus de 1500 personnes, la moitié des malades recensés. En Côte d'Ivoire, pas de virus Ebola détecté. Le pays n'est pas touché par la maladie, mais la sensibilisation s'accentue pour éviter la survenue du virus sur le sol ivoirien. Les populations sont donc invitées au strict respect des mesures prises par le gouvernement, notamment ne pas manger de la viande de brousse, ne pas se serrer les mains, ne pas faire des accolades. Le retour de la BAD à Abidjan est désormais effectif. On se souvient, en 2003, la Banque africaine de développement avait été délocalisée à Tunis, en Tunisie. En 2014, soit 11 ans après, la BAD est de retour à son siège à Abidjan. Mais comment l'État de Côte d'Ivoire a-t-il négocié ce retour? Élément de réponse avec Jean-Jacques Kwamiala qui nous propose les grandes articulations du retour de la BAD à son siège après 11 ans. Cela fait 11 ans que la Banque africaine est obligée, par la crise, de quitter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la banque est officiellement de retour dans la capitale ivoirienne. Son siège depuis 1964. Un siège que la Banque africaine de développement BAD a quitté en février 2003 pour être délocalisé à Tunis, en Tunisie. La raison, l'insécurité due à une crise armée déclenchée en septembre 2002. Le président de la BAD était le Marocain Omar Kabadj. Il part de l'institution en 2005 et est remplacé par le Rwandais Donald Kaberuka. 7 ans après le départ de la BAD, la Côte d'Ivoire accueille les 45e assemblées annuelles. L'événement se déroule à Abidjan du 24 au 28 mai 2010. La crise ivoirienne a déjà pris fin. Devant le succès de l'organisation, les autorités ivoiriennes demandent le retour de l'institution. Le Rwandais Donald Kaberuka entame son deuxième mandat à la tête de la BAD. 30 mai 2013, à Marrakech, au Maroc, les conseils des gouverneurs de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement décident, lors de leurs réunions annuelles, du retour de la BAD à son siège à Abidjan. Cette décision fait suite à l'approbation de la feuille de route préparée par la direction de l'institution pour le retour de la BAD à son siège. En effet, c'est au cours des réunions annuelles tenues à Arusha, en Tanzanie, en 2012, que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a fait un plaidoyer pour le retour de l'institution en Côte d'Ivoire. L'appel a été entendu car, au cours de ces assises, les conseils des gouverneurs ont instruit la direction de la BAD de préparer une feuille de route pour un retour ordonné et planifié de l'institution à son siège. En donnant son aval à la feuille de route à Tokyo, au Japon, en octobre 2012,
Le comité consultatif des gouverneurs a recommandé son approbation par le Conseil des gouverneurs, ouvrant ainsi la voie du retour de la BAD à son siège. 9 octobre 2013, les autorités ivoiriennes remettent officiellement les clés de l'immeuble CCIA à la BAD après plusieurs mois de travaux de réhabilitation financés par l'État de Côte d'Ivoire. 17 mars 2014, à la faveur d'Africa CO, un forum qui se tient à Genève en Suisse, Donald Kaberuka déclare devant le monde de la finance le retour de l'institution à Abidjan avant la fin de l'année. Et le 19 août 2014, à Abidjan, au cours d'une conférence de presse, Donald Kaberuka annonce le retour de la BAD en Côte d'Ivoire après 11 ans et 5 mois de délocalisation en Tunisie. Nous sommes mercredi aujourd'hui. EcoPlus de ce jour fait une incursion dans le cercle des dirigeants des sociétés publiques retenus après appel à candidature. Ces dirigeants sont des cadres ivoiriens ayant travaillé dans les sociétés internationales et qui ont décidé de prendre la voie du retour. L'administration publique ivoirienne enregistre désormais une percée de la diaspora à différents postes de direction. Des exemples sont cités. Voyons tout cela dans le dossier EcoPlus signé Adama Koné. CEPICI, SNDI, Vitib, CNTIG, RTI, différentes structures, un point commun, directeur recruté à l'international. Tout porte à croire que l'appel du président de la République est entendu. Les cerveaux sont de retour au pays, avec à la clé presque la même motivation, mettre leurs compétences au service du pays. J'ai décidé de pouvoir postuler à cela parce que j'ai vu en ces secteurs qu'on pouvait accompagner le programme qui était d'amener la Côte d'Ivoire à l'émergence. Je me suis retrouvé étudiant, ensuite employé, travailleur, entrepreneur au Canada. Et puis, en bon immigrant, on a toujours ce désir de rentrer un jour dans son pays et puis servir, partager le peu qu'on a appris à l'extérieur. Pour d'autres, il faut ajouter à la volonté de servir son pays une dose de patriotisme ou surtout de reconnaissance. J'ai fait mes études à l'extérieur, plus précisément au niveau du Canada. Ma formation d'ingénieur en télécom et même mon master dans le domaine des télécoms. J'ai fait les deux avec une bourse du gouvernement ivoirien. Après tant d'années passées à l'extérieur, l'on est en droit de penser que l'insertion sociale n'est pas aisée. Je baignais dans une culture, mais alors là, totalement différente. Et après 2 ans ici, il a fallu ajuster certaines choses. Il a fallu que je comprenne certains mécanismes. Ces hauts cadres de l'administration ivoirienne reviennent par la grande porte. La voie du recrutement par appel à candidature. Un mécanisme qui permet aujourd'hui de sélectionner les mieux-disants en termes de qualité des ressources humaines. Pour l'État de Côte d'Ivoire spécifiquement, on a réalisé une douzaine de recrutements de hauts cadres. Et sur chacun des processus, on se rapproche d'abord avec le commanditaire de la mission. C'est l'État, quelquefois c'était la primature, quelquefois c'était la présidence directement, pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent en termes de projet par rapport à la position qui devient ouverte. Donc c'était généralement des positions de directeurs généraux. Qu'est-ce que l'État attend au regard de la stratégie que l'État met en place par rapport au développement de cette entreprise publique? On a eu beaucoup plus de candidatures de l'étranger que de candidatures nationales. Donc ça traduit donc une meilleure crédibilité pour que le pays donne à ses diplômés. Laisser des salaires de rêve en devise pour d'autres réalités nationales, cela ne fait certainement pas rêver. Cela ne fait pas rêver, mais tout dépend des valeurs qu'on a. Si le focus est sur la valeur argent, il va avoir regret. Mais si le focus est sur la valeur au soir de ma vie, de quoi serais-je plus fier? Je serais plus fier de voir que j'aurais contribué, conformément à mon expertise, à faire avancer mon pays. Bon, il ne faut pas aussi oublier qu'on se sent beaucoup mieux que ce soit. On est mieux que ce soit. Une phrase que le DG du Vitib expérimente au quotidien depuis 2 ans. Le salaire tel qu'il est mentionné en dollars canadiens ou en dollars US ne dit pas la totale réalité sur les montants qui restent véritablement dans les poches du payeur des taxes qu'on est au Canada. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Il faut être réaliste. Il y a des opportunités qu'on a ici qu'on n'aura jamais à l'étranger. Vous êtes ingénieur formé à l'étranger, vous ne serez qu'ingénieur, alors qu'ici, peut-être que vous pouvez être directeur d'entreprise. Chacun vient avec sa petite vision. Donner le meilleur à la Côte d'Ivoire dans le domaine qui est le sien. Nous avons assisté le ministère de l'Éducation nationale
à travers la planification, ce qu'on appelle la carte scolaire. C'est nous qui avons mis cette application de prise de décision en place qui leur permet aujourd'hui de pouvoir traiter avec la Banque mondiale et avoir le chiffre des personnes à scolariser et les futures personnes à scolariser. Nous sommes en planification aussi avec le ministère de l'Enseignement supérieur où on parle de la carte universitaire qui est en fait un projet qui a presque commencé déjà, qui devait permettre à ces ministères de pouvoir savoir et maîtriser le nombre de bacheliers qui viennent et encore avoir une adéquation emploi en tant que tel. Au pied du mur, il faut faire ses preuves. Chiffres en main, les DG défendent leur bilan. En 2012, nous avions de 789 millions de CFA de déficit. Moi, je suis heureux d'annoncer à la Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, 2013, qui est la première année que j'ai véritablement géré d'un bout à l'autre, ben pour la première fois de notre histoire, le VTIP affiche un résultat positif de 363 millions. Dans mes plus beaux pronostics, je m'attendais à atteindre ce résultat-là seulement en 2015. Quand nous arrivions, on était par exemple au niveau financier à un déficit de 536 millions. Et en tenant compte des capitaux propres de la société, la moindre perte, on serait frappé par l'OHADA pour dissolution. Mais nous avons, d'un déficit de 536 millions à la fin de 2012, dégagé une marge de profit de 580 millions, qui a permis d'absorber non seulement le déficit antérieur en un an, mais dégager désormais une marge positive et donc d'assainir la situation financière de la société. En dehors des recrues par voie de sélection, ils sont nombreux, ces Ivoiriens qui reviennent. Pour ces derniers, il faut participer à l'embellie économique à travers les investissements privés. À ce jour, il est répertorié 1500 profils d'Ivoiriens, pouvant servir à divers postes. Voilà, c'était EcoPlus proposé par le service économie de la rédaction. La rentrée scolaire 2014-2015 est fixée au 15 septembre prochain. Avant cette date, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'est retrouvé aujourd'hui à Grand Bassam pour un séminaire. C'est une rencontre pour présenter le plan d'action prioritaire 2014-2015. On en sait plus avec Konepa Gassoro et Serge Gongomé. Pendant 2 jours, les directeurs centraux, les chefs des services rattachés, les directeurs régionaux et départementaux doivent se pencher sur l'environnement moral de l'école. Il s'agit pour les différents acteurs du système éducatif d'apporter des réponses à toutes les formes de nuisances aux alentours des écoles, mais aussi à la fraude et à la tricherie. Pour la ministre Kandia Kamara, ce séminaire doit permettre de cibler les actions prioritaires pour l'exercice 2014-2015. Aujourd'hui, il nous appartient de croiser nos regards sur ce que nous attendons des directions régionales et départementales pour réaliser les objectifs visés par les actions concrètes que nous aurons jugées prioritaires pour l'exercice 2014-2015. Occasion pour la ministre de féliciter et d'encourager l'ensemble des acteurs du système éducatif pour les efforts fournis au compte de l'année scolaire 2013-2014. Les directeurs centraux, régionaux et départementaux entendent accompagner les actions du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. L'Éducation nationale a entamé avec Madame le ministre une ascension très qualitative. Ce rythme-là doit être maintenu en renforçant le fond et la qualité du séminaire qui prépare véritablement la rentrée scolaire. Nous avons comme option à l'Éducation nationale l'excellence. Nous pensons que cette année, les efforts seront encore poursuivis pour encore améliorer le système éducatif. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique invite tous les parents d'élèves et partenaires de l'Éducation nationale à respecter la date de la rentrée scolaire prévue pour le 15 septembre prochain. Et les inscriptions à la maternelle et au CP1, cours préparatoire première année, ont débuté hier. Ces inscriptions concernent tous les enfants âgés de 3 à 5 ans pour la maternelle et de 6 à 9 ans pour le CP1. Ces inscriptions, qui sont gratuites, prendront fin le 12 septembre prochain. Ce mercredi, 2e jour de ces inscriptions. Quelle est l'affluence dans les écoles? Constat avec Konaté Moussa et Laetitia Manglé. 9h30 le mercredi 3 septembre, 2e jour des inscriptions à la maternelle et au CP1 dans les écoles primaires publiques sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À Cocody et Pépé Château, les parents d'élèves traînent encore les pas. L'école n'a enregistré pour l'heure qu'une vingtaine d'inscrits. Il y a pratiquement 27 élèves inscrits. On avait aussi reçu la liste venant de la maternelle qui devait passer de façon automatique dans notre groupe scolaire ici. C'est encore timide puisque c'est pratiquement souvent les derniers jours que les parents se décident. Ils attendent souvent la rentrée. Dans la commune du Plateau, l'école primaire publique RAN n'est pas mieux lotie.
Ici, les responsables d'établissement attendent en vain les parents d'élèves. Depuis hier, on a inscrit 5 élèves, du matin au soir. Et ce matin, on n'a rien reçu encore. On a eu la liste aussi de la maternelle, les enfants venant de la maternelle. Chaque année, c'est comme ça, ils traînent les pieds, c'est à la rentrée qu'ils viennent. Quand on veut qu'ils viennent pour qu'on puisse faire le travail maintenant, il ne faut pas que ça perturbe la rentrée. Parce qu'à la rentrée, il faut faire les cours, il faut inscrire, ça fait 2 travaux. Les gens ont pensé les anciens temps, là où il faut avoir forcément l'argent pour aller à l'école, aller inscrire l'enfant. De notre jour, ça ne se fait pas, c'est gratuit. Les inscriptions pour l'année scolaire 2014-2015 de la maternelle et du CP1 sont gratuites et concernent les enfants de 3 à 5 ans pour la maternelle et de 6 à 9 ans pour le CP1. Les parents ont donc jusqu'au 12 septembre prochain pour s'acquitter de cette obligation. Vous avez certainement reçu des SMS sur votre portable, des SMS émanant d'individus promettant des places aux différents concours d'accès à la fonction publique. Il s'agit tout simplement d'ANAC. Les responsables du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative mettent en garde ces individus et demandent à la population d'être vigilante et de consulter le site web pour toutes les informations utiles. Kone Pagasoro, Abou Sanogo. Neveu, envoie-moi vite tes dossiers. J'ai pu obtenir maintenant des places au trésor, à l'INFAS, aux impôts, à la douane, à la SICTA, à la police. Fais vite. Appelle Mme Touré pour payer tes frais d'inscription rapidement. Signé M. Soro Prosper. Des SMS reçus par de nombreuses personnes dans le district d'Abidjan. J'en ai reçu une fois, qui parlait d'un concours à la fonction publique. Et ce message disait qu'il y avait 80 places. Ils ont donné un numéro. On a appelé le numéro. Effectivement, le numéro ne marchait pas. On a vu que c'était une arnaque. L'arnaque. Un fléau qui prend de plus en plus de l'ampleur. Depuis plusieurs semaines, des individus se présentant comme des agents du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative font passer des messages concernant des places à vendre aux différents concours d'accès à la fonction publique. Je voudrais informer les Ivoiriens que tous ces SMS qu'ils reçoivent ne sont pas des SMS qui viennent du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Pour le professeur Joseph Kodjis, des mesures sont prises en vue de mettre hors d'état de nuire ces délinquants. Il invite les populations à plus de vigilance avant de les rassurer des dispositions prises par les responsables du ministère pour éviter les éventuels cas de fraude à la fonction publique. Depuis un certain moment, nous avons mis en place un dispositif à travers le système intégré de gestion des fonctionnaires des agents de l'État, donc le SICFAE, qui est un système qui permet de contenir toutes sortes de fraudes. Aujourd'hui, on ne peut plus intégrer la fonction publique vraiment n'importe comment. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative exhorte les populations à consulter le site web du ministère www.fonctionpublique.igouv.ci pour des informations supplémentaires. Voilà, on est tous avertis. Demain, jeudi 4 septembre, se déroulera la première réunion du bureau central de la Commission électorale indépendante, CEI. Cette réunion a pour objectif de mettre en place un bureau consensuel composé de 6 membres, à savoir un président, 3 vice-présidents, un secrétaire général et un secrétaire général adjoint. À la veille de cette réunion, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a reçu les partis membres de l'opposition en vue de renforcer le consensus sur la mise en place du bureau de la CEI. Il faut rappeler que cette réunion est la toute première du bureau central de la CEI. Les discussions se poursuivent. Saccagé lundi 1er septembre par des inconnus, le siège provisoire du FPI 6 à Cocody à Toban a reçu en début d'après-midi, aujourd'hui même, la visite de la représentante spéciale en Côte d'Ivoire du secrétaire général de l'ONU, Aïchatou Mendaoudou, a condamné l'attaque du siège du FPI. Le reportage de Léon Pro. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire au siège du Front populaire ivoirien, FPI, Aïchatou Mendaoudou, est venue apporter la compassion de son institution à ce parti de la gauche ivoirienne après l'attaque ce lundi de son siège par des inconnus. Une visite aussi pour apprécier les dégâts et la direction du FPI par la voix de Raymond Douy, vice-président de ce parti, peut signifier aux fonctionnaires onusiens les pertes enregistrées. Presque tout, notamment la mémoire administrative, à travers la destruction du système informatique du FPI, une raison de plus pour Aïchatou Mendaoudou de condamner cette agression. Dire encore une fois, haut et fort, que la démocratie s'exprime par les arguments et non par la force, et condamner de la façon la plus vigoureuse ce qui est arrivé ici.
Je voudrais aussi saisir cette occasion pour lancer un appel aux dirigeants du FPI, aux membres du FPI, pour que ces actes ne puissent pas les décourager dans l'expression de la volonté de paix et de réconciliation nationale. Aussi évoquer les enquêtes ouvertes par le gouvernement pour faire la lumière sur l'attaque du siège du FPI. Ce que nous faisons, c'est encourager les autorités à aller au bout de l'enquête, à mener une enquête transparente et juste et faire en sorte que les coupables soient identifiés et poursuivis. Objectif, consolidation de la paix, une logique dans laquelle le FPI dit toujours s'inscrire. En tout cas, les dirigeants du parti l'ont confié à la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. L'État islamique a mis sa menace à exécution. Le groupe terroriste a mis en ligne une vidéo montrant la décapitation du journaliste américain Steven Sotloff 2 semaines après celle de son collègue James Fowler, un autre Américain. Sachez que Steven Sotloff avait été enlevé en juillet 2013 dans le nord de la Syrie. Au domicile sous bonne garde des parents de Steven Sotloff, en Floride et aux États-Unis de manière générale, les Américains sont encore sous le choc de l'annonce par l'État islamique de l'exécution du jeune journaliste capturé en Syrie en aut 2013. C'est dévastateur, il n'y a pas de mots. On ne peut pas décrire ce qui se passe dans leur maison et quels sont leurs sentiments. Véritable mise en scène de terreur et de propagande, le document vidéo diffusé par les djihadistes attestant de la décapitation par égorgement de Steven Sotloff, 14 jours après celle de son collègue James Foley, a été officiellement authentifié par le Conseil américain de sécurité nationale. En déplacement en Estonie, le président américain a exprimé toute son horreur face à ce geste barbare. Nous ne nous laisserons pas intimider. Leurs actes horribles ne servent qu'à nous unir en tant que pays et à renforcer notre détermination à poursuivre la lutte contre les terroristes. Ceux qui commettent l'erreur de faire du mal aux Américains apprendront que nous n'oublions rien, que nous avons le bras long et que la justice passera. Barack Obama a salué le courage et le travail de ce journaliste de 31 ans qui, comme James Foley, a-t-il dit, était attaché au monde arabe et musulman et s'efforçait de témoigner en faveur de peuples réclamant justice et dignité. Il avait de l'amour pour la région, il a pris le temps pour la comprendre, se faire des amis et établir des contacts, apprendre la langue et boire le thé. L'État islamique entendait faire payer aux États-Unis les frappes qui ont permis à l'armée irakienne et aux milices chiites de reprendre aux djihadistes la vie d'Amirli, comme on le voit sur ces images de la télévision irakienne. Il menace désormais d'exécuter un otage britannique. Et c'est une autre ambiance qui règne en Côte d'Ivoire, une ambiance de paix. Justement, la Côte d'Ivoire qui va abriter ce samedi 6 septembre. La Côte d'Ivoire va donc abriter le match Sierra Leone avec les éléphants dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015. Et à cet effet, Hervé Renard et ses poulains ont eu cet après-midi leur première séance d'entraînement au stade Félix Houphouët-Boigny qui va abriter la rencontre. Eliane Tapé, Anne-Marie Nguessan pour le reportage. Pour ce premier entraînement au stade Félix Houphouët-Boigny, Hervé Renard avait tout son monde. Divisé en 2 groupes, anciens et nouveaux joueurs ont notamment travaillé les mécanismes d'attaque et de défense au cours d'un match après les ateliers. Franck Kessier, Ouattara Ousmane, Eric Thiebi, Talo Gadji et Roger Claver-Assalé, qui intègrent la sélection pour la première fois, ont eu l'occasion de s'exprimer sur le terrain et en dehors. Avec les aînés et les devanciers, ça va, il y a l'ambiance, il y a la convivialité et puis il nous permet de nous exprimer le plus correctement possible. Pas d'appréhension et bon état d'esprit des joueurs pour ce match contre la Sierra Leone qui intervient après le mondial brésilien et le premier sous l'ère Hervé Renard. Le plus important pour nous, c'est de prendre les 3 points et l'objectif pour nous, c'est de se qualifier pour la prochaine CAN. D'abord, on sera très concentré, mais on va essayer de rester serein pour aborder au plus mieux ce match-là. Il faut essayer de bien se préparer, essayer de trouver les bonnes combinaisons parce que voilà, c'est un nouveau staff qui est là, c'est pas évident maintenant. J'espère qu'on va reprendre présence samedi. Pour l'entraîneur des éléphants, le plus important est de remporter ce match face à la Sierra Leone. Donner satisfaction au public qui a été un petit peu déçu après cette Coupe du Monde, donc de suite remettre les choses au point pour montrer que cette équipe est capable de rebondir.
C'est ce samedi 6 septembre que les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent la Sierra Leone dans le cadre de la première journée du groupe D des éliminatoires de la CAN 2015. Et c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure, 20 h.